Nous sommes pratiquement arrivés à notre présentation numéro 4. Nous allons vous présenter le gouvernement de Paul-Eugène Magloire. On va vous présenter le gouvernement de Paul-Eugène Magloire. D'abord, qui est Magloire? Magloire est né le 19 juillet 1907. Il est élu président le 10 décembre 1950. Il est le 33e président d'Haïti. Il a fait des études secondaires classiques au lycée Philippe-Guerrier du Cap-Haïtien. Après une brève carrière dans l'enseignement, il s'enroula en 1930 à l'Académie militaire de Port-au-Prince. Il en sortit un peu plus tard et reçut sa première commission comme sous-lieutenant. Et il sera promu lieutenant en 1933. Par la suite, il a fait des études à l'école de droit de Port-au-Prince. Magloire est mort à Port-au-Prince le 12 juillet 2001. Et bien sûr, après la chute des Duvalier en 1986. Maintenant, sa présidence. La junte militaire de gouvernement a beaucoup travaillé à placer Magloire, le colonel Paul-Eugène Magloire, à la présidence. Après le renversement d'Estimé, on a convoqué la constituante. Cette assemblée se réunit au Gonaïve dans l'objectif de préparer la nouvelle constitution haïtienne, la constitution de 1950. Cette constitution établit en son article 88 que le président de la République est élu au scrutin secret, au suffrage universel, à la majorité relative des voix exprimées par les électeurs de toutes les communes de la République. Le président n'est pas immédiatement, d'après la Constitution, rééligible. Il ne peut en aucun cas bénéficier de prolongation de mandat. C'est sur la base de cette Constitution que Paul-Eugène Magloire est élu président le 8 octobre 1950 pour un mandat de 6 ans. Il prête serment le 6 décembre et entre officiellement en fonction. Il faut dire aussi que Magloire a participé au coup d'État militaire du 11 janvier 1946, le coup d'État qui a renversé l'ESCO. Il a aussi participé au coup d'État du 10 mai 1950 qui a renversé Estimé. Au début de son mandat, le président Magloire avait l'appui de l'armée et des Américains. Maintenant, quels sont les actes politiques du gouvernement Magloire? En ce qui concerne les actes politiques, nous allons voir ça sur deux angles. D'abord sur le plan intérieur, ensuite sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, Magloire gouverna d'une main de fer. Il accepta très peu de contestations, très peu de dissidences. Il a établi dans le pays un régime présidentiel fort, un régime autoritaire. Il utilisa des méthodes, les mêmes méthodes que ses prédécesseurs pour contenir le mécontentement. Bien sûr, le mécontentement populaire provoqué par ces mesures conservatrices. Des mesures, bien sûr, qui étaient favorables au patronat, au secteur commercial. Par exemple, il musela ses opposants et, dans certains cas, il les persécuta et les emprisonna. François Duvalier lui-même dut à plusieurs reprises se mettre à couvert.
Et Fignolet, le populiste, leader des années 50, fut emprisonné. Il a une façon de court-circuiter ses opposants politiques. Les syndicalistes, les protestataires lui a valu le titre en créole de Canson fait. Mais il faut dire que la répression politique, la répression militaire n'atteignit ni l'ampleur, ni l'aveuglement de celle instaurée par le régime de Duvalier en 1950. Sur le gouvernement de Magloire, la corruption, que l'on considère comme un mal du système politique haïtien, est maintenue. Les privilégiés du régime pourront s'enrichir rapidement, facilement. Par exemple, au départ du président, sa fortune personnelle varie entre 12 à 29 millions de dollars d'après la revue Time. Maintenant, sur le plan externe, le gouvernement de Magloire privilégie ses rapports avec les États-Unis. Des services sont créés pour renforcer la coopération avec Washington. On parle de normalisation des rapports avec la République dominicaine. On sait qu'avant, il y avait une tension au niveau des relations diplomatiques avec la République dominicaine sur le gouvernement précédent. Maintenant, avec Magloire, c'est la normalisation des rapports. Il y avait des rencontres entre les deux chefs d'État. Maintenant, quelles sont les réalisations de ce gouvernement? Quelles sont les réalisations du pouvoir de Magloire? Il a à son actif la création de l'Institut de crédit agricole et industriel. Il fait aussi fonctionner dans le pays plusieurs coopératives agricoles. Le gouvernement Magloire concentre aussi ses efforts sur des programmes de grands travaux publics et d'humanisme au Cap et au Gonaïves, surtout pour les centenaires de l'indépendance. Il a réalisé de grands travaux d'infrastructure au Gonaïves. La vallée de la Tibonite bénéficie des travaux d'aménagement. Magloire prêta une certaine attention aux classes défavorisées en construisant, bien sûr, dans les quartiers populaires, des cantines et autres œuvres à caractère social. Mais il faut dire qu'il n'a pas pu réaliser tous ces projets. Comme par exemple, il n'a pas pu finaliser la construction du barrage de Péligre, qui devrait irriguer toute la plaine de la Tibonite et faire fonctionner une centrale électrique, hydroélectrique. Enfin, le gouvernement Magloire favorise l'implantation des compagnies étrangères, surtout américaines, dans le pays, en leur donnant des conditions avantageuses. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à dire concernant l'expérience de Magloire? Trois choses. Nous disons d'abord que la dictature militaire est tentative de rétablissement de l'ordre social. Magloire a instauré dans le pays une dictature militaire tout en essayant de rétablir l'ordre social. Pendant le règne de Magloire, la vie politique a été entièrement dominée par un dictateur qui, aidé des chefs de police noirs tout puissants et d'un groupe de jeunes officiers mulâtres intolérants et ambitieux, qui avait prétendu, bien sûr, d'établir un régime d'équilibre entre les couleurs et les classes. Mais en fait, c'était des préférences, le retour
le retour au pouvoir de l'oligarchie traditionnelle, cette oligarchie exaltante et fictive, c'était le retour des bonnes affaires. C'était le retour des bonnes affaires. Ce régime dit de balance a introduit quelques changements par rapport au gouvernement d'Estimé. On assiste à des changements au niveau du climat politique. On assiste bien sûr à la réapparition de figures politiques influentes de la période d'avant 1946. Sur le plan externe, il avait de bons rapports avec le gouvernement Trujillo. Il avait une collaboration étroite avec les hommes d'affaires américains. C'est le retour d'influence des clubs exclusivistes sur Magloire. Il faut dire que l'élite traditionnelle sur Magloire était obligée de tolérer quelques noirs promus par la révolution de 1946, bien sûr, de la révolution de 1946 ou des noirs que le régime de Magloire protégeait. Deuxième chose que nous avons à dire concernant l'expérience de Magloire, c'est le problème de la succession et la candidature de jumelles. Le problème de la succession allait se poser à un Magloire qui ne s'était pas fait une opinion définitive sur cette échéance, sur la fin de son mandat. Il faut dire apparemment, il laissait faire son serviteur empressé, politiquement intéressé, Clément Jumel, jeune ministre des Finances. Ce futur candidat s'était entouré d'une équipe formée de jeunes intellectuels, d'industriels, de commerçants, de professionnels libéraux, de politiciens venus aussi bien de l'élite que des classes populaires, que des classes moyennes. C'était un homme qui s'était montré très préoccupé par sa candidature que par la nécessité de mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise administration économique du pouvoir de Magloire. Jumel n'hésitait pas à confier que son futur gouvernement, au contraire de celui pourtant il était en train de servir, attaquerait sérieusement et systématiquement le problème lié à l'organisation et l'exploitation des ressources du pays en vue des développements économiques rationnels. Troisième problème en ce qui concerne l'expérience de Magloire, c'est la question du renversement de Magloire et l'émergence de Desjoie et de Duvalier. C'est le problème posé par le renversement de Magloire. Il faut dire que le gouvernement de Magloire a délibérément balayé toutes les chances de succès de Jumel. Pourtant, Jumel était son dauphin, présumé. Magloire accusait Jumel de mangeur de mulâtres. Donc, il faut dire que c'était un grand coup pour la candidature de son dauphin. Il essayait de façon insensée de garder le pouvoir, mais sous pression populaire, il va finalement démissionner. Il va finalement démissionner parce que la résistance populaire était de taille. Il y avait une mobilisation de l'opinion publique par deux candidats, Desjoie et Duvalier, et aussi d'autres leaders indépendants qui avaient réagi contre les excès avilissants du régime. Enfin, je vous dis que l'expérience, l'élimination de Magloire, a une fois de plus suivi le schéma traditionnel. Qu'est-ce qu'on assiste? Vous voyez, c'est la réalité du pays. On va voir, c'est tout comme avec estimé avant,
détérioration des relations avec le dictateur dominicain. Magloire, les relations haïtiano-dominicaines détériorées. Ensuite, on a vu comment il essayait de façon inconstitutionnelle de garder le pouvoir. Il a perdu tout contact avec l'ambassade américaine. Il y avait bien sûr une opposition sénatoriale synchronisée avec la grève des étudiants, des ouvriers, des employés de commerce et même des employés publics. Enfin, le dernier coup de grâce, c'est l'intervention de jeunes officiers de l'armée. Ces jeunes officiers de l'armée vont précipiter le départ de leur chef, de leur ancien chef, avec l'espoir d'éviter le pire au pays. Donc, c'est à peu près ça l'expérience Magloire. La fin de Magloire, inévitable. Le dernier coup de grâce est donné par les jeunes officiers. Et puis, arrivé en décembre 1956, Magloire accepta à contre-cœur de laisser le pouvoir. Laisser le pouvoir, on vient de dire ça, c'est parce qu'il n'avait plus l'appui de l'armée. L'armée, avoir l'appui de l'armée, c'est important pour prendre le pouvoir et rester au pouvoir au cours de ces années depuis 1934. Il faut dire que l'armée dominait la scène politique haïtienne, donc c'est important d'avoir l'appui de l'armée. Donc il n'avait plus l'appui de l'armée, il ne pouvait plus rester. Et puis il n'avait plus aussi l'appui des Américains, du grand patron américain. Donc vous voyez ça, n'ayant plus l'appui de ces deux-là, donc Magloire était obligé de laisser le pays. De laisser le pays pour la Jamaïque avant de se rendre définitivement aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est à peu près ça. C'est ça le gouvernement de Magloire. Donc, on vient de présenter Magloire. On a vu qui était-il. On a aussi présenté son ascension au pouvoir. On a analysé les actes politiques intérieurs et extérieurs du gouvernement de Magloire. On a vu quelques réalisations. Et puis enfin, c'est Magloire qui était obligé, à la suite des contestations populaires, de laisser le pays pour l'exil. Mais avant de terminer, je vais vous donner des réflexions. C'est d'abord, vous devez élaborer un texte de 20 lignes pour mettre en relief les faits sociopolitiques expliquant l'échec du gouvernement de Magloire. Ensuite, produire un texte de 20 lignes sur l'état actuel de la diplomatie haïtienne en comparaison avec la période de 1937-1957. Notre prochaine présentation sera sur la situation économique et sociale d'Haïti au cours de la période 1934-1957, qui sera notre fiche de cours numéro 5. Donc, dans cette présentation, on aura à évaluer la situation économique et sociale sur le gouvernement de Séno-Vincent à Paul-Égel Magloire. Séno-Vincent, c'est lui qui a fait le pont entre la période nationale et l'occupation américaine et la période nationale, et puis sur le gouvernement de Paul-Égel Magloire. Dans cette présentation, on aura aussi à mettre en relief les différents faits qui ont contribué à l'amélioration de la situation sociale et économique d'Haïti pour la période 37-57. Et enfin, on aura à exposer les tentatives de relance économique sur l'occupation américaine et les gouvernements d'Estimé et de Magloire. C'est ça ce sera ça à peu près. Ce sera ça pour notre prochaine présentation. Merci.